Il est analyste financier, il est géostratège, président du mouvement African Revival, un mouvement qui promeut le réveil des Africains. Depuis peu, il est surtout le promoteur de l'une des plus grandes cérémonies de récompense des Awards, les Pan-African Awards. Nous recevons dans le cadre de cette nouvelle édition de l'invité de la rédaction d'Africa Move, M. Paul Ella. Avec lui, on parlera du partenariat Afrique-Russie. Au lendemain du deuxième forum économique et humanitaire qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg le 27 et 28 juillet dernier en Russie, nous revenons donc sur les réels enjeux de ce partenariat stratégique entre l'Afrique et la Fédération de Russie, mais surtout de comprendre quel est l'intérêt que le continent africain a à se rapprocher de Moscou dans ce contexte géopolitique et stratégique qui nous mène vers un monde multipolaire. Paul Ella s'insurge contre le faux procès qui est fait au continent africain. Le faux procès contre le partenariat Afrique-Russie. Avec notre invité donc, on tentera de vous dire exactement de quoi il est question lorsqu'on parle du partenariat Russie-Afrique. Paul Ella est l'invité de la rédaction d'Africa Move TV. Merci Paul Ella d'avoir répondu positivement à l'invitation d'Africa Move. C'est un véritable plaisir et un honneur de vous recevoir. Un plaisir partagé parce que moi je vous suis depuis quelques temps. Africa Move fait du très bon travail et il était donc naturel pour moi de m'associer à cette démarche qui est salutaire pour l'éveil des consciences, pour la liberté et le retour en dignité du continent. Et donc, être présent pour moi, c'est naturel parce que ça contribue justement à faire le beau travail, à encourager le beau travail que vous faites. Et donc, le plaisir est vraiment partagé. Avant de rentrer pleinement dans le vif de notre sujet, on revient un tout petit peu sur les préparatifs de la 3e édition des Pan-African Awards. Pour cette 3e édition, vous décidez de porter la cérémonie vers la ville de Yaoundé, la capitale du Cameroun, après 2 éditions à succès, la participation de grandes icônes du panafricanisme telles que Nathalie Yamb qui était là la précédente édition ou encore Kémy Séba. Comment se passent les préparatifs pour les là? Alors, vous faites bien de le mentionner, nous sommes effectivement en plein préparatif, toute l'équipe du comité d'organisation pour cette 3e édition des Pan-African Awards. Et vous avez bien souligné le fait que cette année, du 11 au 16 décembre, qui est donc la période du déroulement de cette édition, de cette 3e édition, elle se tiendra donc à Yaoundé. Yaoundé, pourquoi? Tout simplement parce que les 2 premières éditions qui étaient à Douala ont suscité des envies. De l'autre côté, donc de la capitale politique, Yaoundé, et nous nous sommes sentis, non pas obligés, mais il était de bon ton de répondre à ces attentes, en attendant pouvoir répondre également aux sollicitations au-delà du Cameroun. Parce que depuis la première édition, nous avons des sollicitations au-delà du Cameroun, mais il était quand même censé, selon nous, selon l'équipe d'organisation, de faire une édition à Yaoundé avant de sortir du pays. Absolument. Voilà. Parlons à donc présent. les préparatifs, c'était juste pour... Donc les préparatifs vont bon train, excusez-moi, les préparatifs vont bon train. Et nous gardons, vous avez cité quelques autres personnalités qui étaient déjà là les 2 précédentes éditions, en la personne de Nathalie Yamb, Kémy Séba, et il y en avait d'autres. Il y a eu Lenny Bunga, l'humoriste, il y a eu le professeur Nicolas Gbou, il y a eu... de regretter mémoire Kalala Omotunde. L'année dernière, son épouse et son fils étaient là lors de l'hommage. Et chaque année, la liste n'est pas exhaustive, mais chaque année, nous essayons de fédérer, de rassembler au maximum, parce que c'est cela même l'esprit des Pan-African Awards. C'est de créer une sorte d'unité en lieu et place de ce que jusqu'ici n'ont pas réussi nos États, parce que malheureusement, l'Union africaine jusqu'ici, c'est plus une forme... c'est plus la forme que le fond. Et nous essayons, nous faisons ce qui est de notre devoir en tant que population pour ne pas toujours tout attendre de nos dirigeants, en fédérant tous ceux qui posent des actions, des actes concrets dans le sens du rayonnement de l'Afrique et du retour en dignité de nos peuples. Et donc, nous gardons encore le suspense pour les personnalités. Je peux vous dire qu'il y en a de très importantes, de très grande envergure qui seront là. Mais au fil de l'évolution des préparatifs, vous serez tenus au courant. Et Africa Move étant partenaire de cet événement international,
à vocation panafricaine, vous aurez la première de l'information à chaque fois. Et nous vous remercions. Parlons à présent de ce pourquoi nous nous retrouvons cet après-midi. En réalité, il y a un éditorial que vous publiez il y a quelques jours qui sert de prétexte de cet échange de ce jour. Vous vous insurgez donc contre ce faux procès qui est fait contre le partenariat Russie-Afrique. Vous dites, je vous cite, « Faire un procès à l'Afrique sur son nouveau rapprochement avec la Russie est un non-sens complet ». Car vous dites également que depuis les nouveaux rapprochements entre l'Afrique et la Russie, certains illuminés font le procès à l'Afrique d'un simple changement de bourreau. Ce type de réflexion qui révèle d'une légèreté intellectuelle affligeante, sujet soit de la naïveté, soit de la connivence. Paulela, lorsqu'on parle du partenariat Afrique-Russie, de quoi s'agit-il exactement ? Alors, il faut déjà dire que le partenariat Afrique-Russie ne date pas d'hier, que malheureusement certains se prêtent à penser que c'est tout récent, oui, et que les pays africains se seraient réveillés un matin et auraient succombé au charme et à la séduction de la Russie. Pas du tout. Il faut rappeler quand même d'un point de vue historique que les pays africains avaient déjà, lors de la guerre froide entre les deux blocs, le bloc de l'Est, avec à sa tête l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS, et le bloc de l'Ouest avec à sa tête donc les États-Unis. Il y avait donc cette guerre froide, cette guerre idéologique qui était le capitalisme contre le socialisme. Oui. L'URSS de l'époque et l'actuelle Russie étant donc du côté du socialisme. Et pendant les luttes d'indépendance, il faut rappeler aux Africains et aux populations du monde que la Russie s'est toujours tenue aux côtés des pays africains pour résister face à la barbarie occidentale, parce que ce n'était pas moins que de la barbarie, parce qu'il faut bien dire que la colonisation n'était qu'une nouvelle forme d'esclavagisation des peuples africains, puisque tout ce qui intéressait l'Occident, c'était les ressources africaines, mais pas les peuples africains, et pas la démocratie, et pas les libertés, comme ils ont la prétention de vouloir nous le faire croire. Et donc, la Russie, que ce soit en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique du Sud, c'est toujours présenté, et même au Maghreb, c'est toujours présenté aux côtés des pays africains pendant les luttes d'indépendance. Et les pays africains ne peuvent pas l'oublier. Et là, on ne parle que du côté d'assistance et d'accompagnement militaire, mais il y avait un accompagnement également sur tous les autres plans, sur le plan de la formation, sur le plan économique et sur plusieurs autres plans. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, le fait que la guerre froide, qui s'est terminée en 1989 par la chute du mur de Berlin, puis en 1991 par le démantèlement de l'URSS, le fait que cette guerre froide ait été gagnée par des ruses qu'on sait, par le bloc de l'Ouest, donc notamment par les États-Unis, on s'est retrouvé dans un monde unipolaire, où on avait pour seul capitaine à bord le danger américain, qui justement, on sait comment les Américains se sont installés sur le territoire des Amériques, en décimant les peuples indiens. Donc ils ont dans leur ADN la conquête, la prédation, l'oppression. Et on n'avait donc plus le contrepoids qu'était l'URSS pendant la guerre froide, on n'avait que les États-Unis comme seul capitaine du bateau monde, et c'est pour ça justement que ce bateau monde va à la dérive, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan moral, que ce soit sur le plan sécuritaire, ce monde va à la dérive. Il se trouve donc que un providentiel dirigeant russe de la Fédération de Russie est apparu en la personne de Vladimir Poutine, qui a donc pris sur lui de restaurer la Russie dans son rôle de contrepoids face à l'hégémonie occidentale. Et donc, depuis au moins 2014, avec le référendum de Crimée, et avec tout ce qu'on sait par la suite, aujourd'hui, on a l'opération de sécurisation avec ce que les Occidentaux présentent comme une guerre en Ukraine, mais la Russie présente cela comme une dénazification des environs de la Russie, ce qui est la version la plus correcte de ce qu'on veut nous faire, contrairement à ce qu'on veut nous laisser croire. Et donc, avec l'opération en Ukraine, la Russie a fait un pas supplémentaire dans son affirmation à restaurer, à rétablir son statut de contrepoids face à l'arrogante Amérique et tous les peuples occidentaux
qui jouent les rôles de petits suiveurs derrière les États-Unis. Et donc, il faut préciser ce que je viens de dire, à savoir que ce n'est pas nouveau, mais avec la nouvelle donne actuelle, les pays africains se sont souvenus qu'il était temps de mettre fin à cette hégémonie barbare occidentale qui ne faisait que dicter sa loi sans qu'il y ait une autre alternative. Et il était de bon ton, il est de bon ton que les pays africains aient la latitude, la liberté de choisir avec qui contracter, avec qui faire des partenariats. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, aux Africains de décider selon leurs priorités, selon leurs projections, selon leur vision. Et l'évolution du monde, parce que le monde évolue et l'Afrique fait partie du monde. Exactement. Donc l'Afrique peut aujourd'hui à nouveau revoir ou effectuer un changement de paradigme, par exemple. Exactement, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc les Africains prennent leurs responsabilités de plus en plus à la faveur des événements de l'actualité dont vous allez sûrement parler. Oui. Mais l'Afrique prend ses responsabilités et a décidé que, à juste titre, elle ne pouvait plus rester sous le joug de l'impérialisme occidental indéfiniment, puisque ce partenariat occidental et occidentalo-africain a révélé depuis au moins le 15e siècle qu'il n'était qu'à sens unique et qu'il ne servait que les intérêts de l'Occident au détriment des intérêts africains. De quoi est-ce que ces Africains, cette partie de l'opinion africaine, auraient peur de se lancer dans le système France-africain qu'on a connu avec d'autres, parce qu'il y a d'autres sommets, France-Afrique, Chine-Afrique. D'où vient justement cette forte critique autour de ce partenariat entre la Russie et l'Afrique? Peut-être l'occasion d'apprendre l'histoire à ceux qui ne la connaissent pas ou de rappeler les liens très étroits entre l'Afrique et la Russie à ceux qui auraient oublié Poulela. Alors, il faut bien, vous faites bien de parler de l'histoire parce que on ne peut pas résoudre un problème, une situation complexe sans savoir d'où vient le problème. Ça n'a pas de sens. C'est comme si votre voiture tombait en panne et vous disiez non, 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 il ne faut pas se lamenter, allons seulement. Non, il faut réparer la voiture parce que si vous dites allons seulement, la voiture est en panne, vous n'allez pas bouger. Oui. Je le dis pourquoi? À l'attention justement et à l'intention des détracteurs des partenariats Russie-Afrique qui nous disent non, non, vous changez juste de bourreau. Et puis quand on rappelle ce que l'Occident a fait à l'Afrique, ils nous disent arrêtez de pleurnicher. Non, on n'essaie pas de la pleurniche. C'est que nous essayons, nous retrouvons nos repères, nos références historiques pour savoir d'où on vient. Et c'est là précisément le problème des critiques maladroits à l'endroit des relations Russie-Afrique. Parce qu'ils vous disent vous changez de bureau, mais c'est d'une légèreté intellectuelle affligeante, comme je l'ai dit dans l'éditorial. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils perdent de vue que les Africains ont une histoire unique, qui est une histoire d'oppression, de prédation, de mutilation, de falsification historique, de mensonges, de viols, de violences, de meurtres, dont le principal bourreau est l'Occident. La Russie n'a jamais colonisé l'Afrique, la Russie n'a jamais esclavagisé l'Afrique, je l'ai dit tout à l'heure, au contraire, la Russie s'est retrouvée aux côtés de l'Afrique. Ce n'est pas pour dire que la Russie c'est le bon samaritain, parce que dans les relations internationales, il n'y a que des intérêts. On n'est pas fou pour penser que la Russie vraiment vient par magnanimité. Ce n'est juste pas ça. Mais c'est que on a vu que dans l'ADN de l'Occident, depuis 1454, du début des expéditions esclavagistes, rien n'a jamais changé dans ses rapports de domination et d'oppression vis-à-vis de l'Afrique. Rien. Au contraire, ça s'est empiré. Oui. Mais vous voulez que pendant 7-8 siècles, on continue à rester là en disant « ouais, un jour, peut-être ça va s'arranger » face à des gens qui sont arrogants, méprisants. Ce n'est juste pas possible. Au bout d'un certain temps, on est donc obligé, tenu par devoir, de faire un saut dans l'histoire pour se rendre compte du caractère pervers et menteur, oppressant de l'Occident face au caractère plutôt, non pas amical, mais plutôt sincère d'une Russie qui jusqu'ici n'a jamais fait état de certaines velléités d'oppression ou de duplicité, puisque, comme on le sait, le double langage, c'est l'ADN de l'Occident. Donc, il faut se rappeler que quand on est dans une relation, ça relève même du bon sens. Vous êtes dans une relation où, depuis le début, sans interruption, vous vous faites violer, violenter, mentir, falsifier, mutiler.
à un moment donné, le bon sens suggère et même impose que vous changiez de partenaire. Ça relève du bon sens. Tout simplement parce que ça ne peut pas être pire, quel que soit l'autre partenaire, puisque vous avez connu le pire. Et pendant des siècles. Donc, ça, c'est le bon sens. Et donc, l'imposture de ceux qui veulent jouer aux savants, aux intellectuels, aux donneurs de leçons en disant vous changez juste de bourreau, c'est une insulte même à l'intelligence des Africains. Parce que ça voudrait dire que les Africains n'ont même pas la capacité de réfléchir par eux-mêmes et qu'ils sont condamnés à passer d'un bourreau à l'autre. Les Africains ont tiré les leçons de l'histoire et quand ils s'orientent vers la Russie, ce n'est pas parce que la Russie va les sauver, mais c'est parce que, ayant été privés pendant trop longtemps d'autonomie, ils ne peuvent que, pour se relever, aucun pays ne pouvant vivre en autarcie, trouver des partenariats. Qui est le partenaire idéal d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue militaire, d'un point de vue de contrepoids face à l'Occident impérialiste, si ce n'est la Russie? C'est la Russie. Et donc, c'est le bon sens. Et donc, n'en déplaise à ceux qui versent dans des élucubrations qui n'engagent qu'eux et qui montrent à dessein, qui montrent à suffisance, s'il en est encore besoin, qu'ils sont complètement égarés et donc qu'ils sont soit de mauvaise foi, soit qu'ils sont naïfs. Dans les deux cas, c'est eux qui sont à plaindre et non ceux qui font le choix juste de s'orienter vers le partenariat Russie-Afrique. Parlons de cette nouvelle génération de jeunes leaders panafricanistes, j'ai envie de dire, peut-être nationalistes pour leur propre pays, qui montent particulièrement en Afrique de l'Ouest. Ce qui va nous amener à parler de ce discours historique du capitaine Ibrahim Traoré à Saint-Pétersbourg il y a quelques jours. Quoi qu'on dise, qu'il y ait des sommets Chine-Afrique, Russie-Afrique et tout autre pays et État avec le continent africain, il reste, vous le mentionniez tout à l'heure, que les Africains doivent prendre leur destin à main, leur propre responsabilité, parce que le continent se développe d'abord et par les Africains. Absolument. Et que pensez-vous de cette nouvelle génération qui monte? Au Mali avec Assimi Goïta, au Burkina Faso, en Guinée, quel est le regard que vous portez sur cette nouvelle génération de leaders panafricanistes? Un changement total de paradigme, une reconfiguration des cartes du monde, géostratégique, géopolitique, et une satisfaction infinie. Je suis reconnaissant à Dieu de vivre ce moment. Parce que nous avons le privilège de vivre un moment d'un tournant historique inédit. Inédit. Tout simplement parce que depuis la chute la dernière grande référence civilisationnelle africaine, l'Égypte antique noire, donc je parle là de moins 300 avant notre ère. Absolument. Depuis cette époque, c'est la première fois qu'on sent bien que le vent est en train de tourner et que dans le même temps, ce vent fait tourner l'horloge de l'histoire en faveur des peuples africains qui ne demandent rien d'autre que de retrouver leur dignité et leur liberté. Et ça, c'est à la faveur de cette nouvelle génération qui n'a plus peur. C'est clair. Totalement décomplexé. Qui est totalement décomplexé et qui sort des fantasmes d'un Occident tout-puissant, dépositaire des sciences et connaissances, dépositaire des lumières, de toutes les lumières. Et on sort de ce mensonge multiséculaire d'un Occident qui précède tout et qui a la préséance et qui domine tout. On sort de ce complexe, on sort de cette peur. Mais c'est grâce, vous avez parlé des jeunes, je vais y revenir rapidement tout à l'heure, mais ces jeunes aujourd'hui, cette nouvelle génération qui se lève courageusement pour dire non à l'hégémonie occidentale, ils tirent leur source et ils ont pour référence nos ancêtres. Exact. Ils ont pour référence les Shaka Zulu, ils ont pour référence les Modibo Keïta, ils ont pour référence les Zinga, ils ont pour référence Rosa Parks, Martin Luther King, Malcolm X, Nyobe, Ousseini Afana, Félix Moumié, Thomas Sankara, Patrice Emery Lumumba. Ils ont pour référence ces gens. J'entends souvent dire encore des gens qui sont d'une intelligence fébrile,
qui nous disent, des Africains malheureusement, qui nous disent ben, ce que vous faites là, les Thomas Sankara, les Kadhafi, les Lumumba, ils ont tous été tués, ce que vous faites là ne sert à rien. Mais ils sont d'une inculture déconcertante parce que justement, ce n'est pas parce que vous avez mené un combat et que vous êtes mort que votre graine ne continue pas de fleurir et de porter des fruits. La preuve est on rencontre des milliers de Sankara. Exactement, mais Thomas Sankara l'avait dit. Thomas Sankara de son vivant avait dit, tuer Thomas Sankara, des milliers de Sankara, des millions de Sankara renaîtront. Et c'est exactement ce qui se passe et c'est le lien que je fais avec votre question et la jeune génération d'aujourd'hui. Et il n'est plus possible aujourd'hui de considérer qu'un sacrifice est vain. Tous les héros, même ceux qui ont été assassinés, même ceux qui ont été emprisonnés, portent leurs efforts et l'écho de leurs sacrifices pour la postérité. Et aujourd'hui, on a donc des jeunes, comme vous l'avez si bien dit, une nouvelle génération, qui s'inspirent de cela. Si ceux-là n'avaient jamais fait ce qu'ils ont fait, moi, je ne serais pas là aujourd'hui. Vous ne serez pas en train de vous sacrifier avec tout ce que vous faites avec Africa Move. Les Kémy Seba, les Nathalie Yamb, les Mwazulu Diabanza et tout le reste ne feraient pas, les Manakani et tout le reste n'auraient pas pris sur eux ce courage. C'est parce qu'on a des références, c'est parce qu'on a des repères. Et donc, la génération d'aujourd'hui a de qui tenir. Et que l'Occident, s'il leur reste encore un petit chouïa d'intelligence, parce que tout le monde porte à croire qu'ils n'ont jamais eu l'intelligence qu'ils prétendent avoir jamais un jour eu, tout simplement parce que les signes des temps sont tellement forts, sont tellement flagrants, que quand je vois leur réaction, en tout cas de l'establishment occidental, parce que quand on fustige l'Occident, ce ne sont pas les populations qui sont elles-mêmes victimes de l'hégémonie occidentale et de la bêtise de leurs dirigeants. Mais quand je vois l'attitude des Occidentaux face à l'actualité, je me rends compte qu'ils ont un déficit intellectuel encore plus criard que ce que même mon imagination la plus développée pouvait imaginer. Parce qu'ils devraient se rendre à l'évidence que les peuples africains d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier, non pas que ceux d'hier avaient démérité, mais ceux d'hier n'avaient pas le vécu et l'observation, le recul que nous avons grâce aux sacrifices que nos prédécesseurs ont fait. Exactement. Et les peuples africains d'aujourd'hui ne sont pas prêts à céder. Et la jeune génération qu'on vient de citer, ils sont un certain nombre, ils sont dans tous les pays d'Afrique, ils sont même au-delà de l'Afrique, n'est pas prête à céder. Et le combat pour la liberté et la dignité des peuples africains et des peuples noirs en général est en train de porter ses fruits. Et toute personne, tout système qui osera se mettre en travers sera broyé. La France-Afrique est en train d'être broyée et les caciques de ce système mafieux et criminel, s'ils ont encore, comme je le disais, un peu de jugeote, qu'ils se rendent compte que nous sommes déterminés et qu'ils viennent négocier avec les jeunes générations d'aujourd'hui qui ne vont plus céder une once de parcelle de leur liberté. Et c'est là-dessus qu'on va sortir justement. C'est également la chute de cet éditorial qui a été le prétexte de cet entretien, Paulela. Vous dites, et je vous cite à nouveau, ce qui a commencé en Afrique comme révolution va se propager partout où des dirigeants africains s'entêteront à ne pas lire les signes des temps dont vous parliez tout à l'heure, qui faisait référence à l'actualité politique en ce moment au Niger, alors que le monde avait le regard figé à Saint-Pétersbourg. Au Niger, il se produisait donc un coup d'État, ou du moins une tentative qui va conduire à la destitution de Mohamed Bazoum. Et depuis lors, depuis quelques jours, de nombreuses manifestations à l'appel également de Moscou et désormais au rejet de la France. Quelle analyse et quel regard, une fois de plus, faites-vous justement sur cette situation? Alors, vous faites bien de préciser la fin de cet article où je dis que ce qui se passe au Niger après le Mali et le Burkina Faso, dans le sens de la libération des peuples africains, de la restauration de la dignité de ces peuples-là, des peuples africains et des peuples noirs partout dans le monde, parce que c'est de cette lutte-là qu'il s'agit, je dis que les décideurs, que les dirigeants africains
J'ai parlé tout à l'heure des Occidentaux qui font preuve d'un déficit criard de lucidité. Tout à fait. Mais maintenant, les dirigeants africains ont intérêt, de façon impérative, de se ranger du côté de leur peuple, avec l'actualité du moment. Ceux qui s'entêteront à ne pas lire les signes du temps qui montrent clairement que le salut de l'Afrique, le retour en dignité et en liberté des peuples africains est irréversible, ceux qui s'entêteront à faire le jeu des serpillères de la France-Afrique et de l'Occident impérialiste en général, ils vont inéluctablement, et c'est tout mon souhait, et je m'impliquerai personnellement, pour que tous ceux en Afrique, moi comme d'autres, tous ceux en Afrique comme chefs d'État, qui sont en réalité des dirigeants dirigés par l'Occident, tous ceux de ces chefs d'État-là, qui ne prendront pas fait et cause pour leur peuple, mais qui continueront à aller prendre leurs ordres à Paris, à Washington, à Londres, et je ne sais où, ils vont payer le prix fort, comme Mohamed Bazoum, qui était de façon assumée un substitut de la France et un élément de pérennisation de la France-Afrique. Ces présidents qui ne vont pas tirer les leçons maintenant, ce n'est pas demain, c'est maintenant, ils devront lire l'heure, comme on dit, au Cameroun. Ça veut dire, c'est une mise en garde fraternelle, c'est une mise en garde patriotique, c'est une mise en garde panafricaine. Ce n'est pas une menace. C'est s'ils ont encore du bon sens, et je pense qu'ils ont encore plus de bon sens que leurs mandants jusqu'ici et leurs mentors occidentaux, ils doivent s'aligner et prendre fait et cause pour leur peuple. Et quand vous regardez le sommet Russie-Afrique, ben, vous vous rendez très bien compte que certains chefs d'État qu'on n'attendait même pas, ou certaines délégations, s'y sont retrouvés. Exactement. Et c'était avant le coup d'État au Niger. Je peux vous dire que si il y a un prochain, et il y aura un prochain sommet Russie-Afrique après ce coup d'État au Niger, qui risque de ne pas être le seul si les chefs d'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, africains ne s'alignent pas, vous verrez qu'il n'y aura pas un seul chef d'État qui sera absent du sommet Russie-Afrique parce qu'ils se seront rendus compte, voilà le troisième, ils se seront rendus compte que le salut n'est pas en Occident mais qu'il est ailleurs, en tout cas le partenariat intéressant pour eux et pour leur peuple. Et peut-être enfin respecter les aspirations des peuples. Exactement. Et ce qui se passe au Niger, je salue, ça faisait plusieurs mois que je n'avais pas passé une aussi belle nuit, paisible par rapport à la projection et par rapport aux perspectives de liberté de l'Afrique, depuis que il n'y avait plus eu une information officielle d'un État aussi forte. Après le Mali, après le Burkina Faso, c'était la plus belle des nouvelles. Pas parce qu'on a un problème personnel avec un chef d'État, mais parce qu'on a un problème personnel et viscéral et qui ne nous fera jamais taire. On a un problème fondamental avec l'hégémonie occidentale. Et ce qui se passe au Niger est un signe supplémentaire après la bravoure du Mali et ensuite du Burkina Faso. Vous faisiez allusion au discours mémorable et historique du capitaine Ibrahim Traoré. Il est clairement sur les traces de son idole et de notre héros, Thomas Sankara. Et c'est pour vous dire, l'Afrique est debout plus que jamais. Et rien, mais alors rien, ne sera plus comme avant. Et tant pis pour ceux qui ne prendront pas le train en marche. Merci, Paulila. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une autre édition de l'invité de la rédac avec de nouvelles analyses, avec un nouvel invité certainement.